Je suis entré à l'UIMM en septembre 1993. J'en suis devenu délégué général en avril 1994 et je suis rentré au conseil exécutif du MEDEF avec le mandat d'Ernest-Antoine Sellière en 98, quelque chose comme cela, jusqu'en 2007. Donc. Et dans l'intervalle, j'ai rempli un certain nombre de fonctions, outre celle de l'UIMM, pour représenter le MEDEF dans les négociations sociales, y compris à l'UNEDIC ou pour les grandes négociations interprofessionnelles. Donc à cette époque, vous avez exercé quel mandat paritaire, quelle présidence dans des organismes paritaires? Alors, l'organisme paritaire, je n'ai exercé un mandat qu'à l'UNEDIC, dont j'étais en alternance président ou vice-président avec le représentant de la CFDT. J'ai été très brièvement président de la GIRC pour régler un problème de personnes qui n'a pas duré très longtemps. Et au sein du MEDEF, alors là, ce n'est pas les organismes paritaires, mais j'ai présidé la commission des relations du travail pendant, je ne sais pas, 10 ans, ou 7 ou 8 ans, 9 ans peut-être, je ne sais plus, et où j'ai participé aux négociations, alors sur l'UNEDIC, l'assurance chômage, la négociation, c'était triennal à ce moment-là, sur l'assurance chômage. J'ai participé aux négociations sur la pénibilité, sur le contrat de travail, sur la sécurisation professionnelle, au nom du MEDEF. Alors, quelle est l'importance de la commission relations du travail au MEDEF et à quoi elle sert? Alors, je ne peux vous parler que de la période 98-2007. Eh bien, c'est là qu'on essaye de faire une synthèse entre les préoccupations des différentes branches de l'économie française. Participent à cette commission, je ne sais pas d'ailleurs si elle a toujours le même nom, participent à cette commission les représentants de la métallurgie, de la chimie, du textile, les représentants du commerce, les représentants des entreprises de services en général. L'ensemble de l'activité économique française est représenté au sein de cette commission. Les intérêts, sans être totalement divergents, peuvent parfois être un peu différents. Et il faut donc, quand on aborde ensuite une négociation interprofessionnelle, il faut donc avoir fait une synthèse, un compromis au meilleur sens du terme, pour défendre les entreprises, ou plus exactement, pour promouvoir l'activité des entreprises, dans l'intérêt d'ailleurs aussi bien de leurs propriétaires que de ceux qui y travaillent. Ces positions, elles servent à quoi? À avoir ensuite un mandat du MEDEF pour aborder une négociation. S'agissant par exemple de l'UIMM, d'une branche importante du monde patronal, nous avions des réunions de conseil où il y a une centaine de personnes qui viennent de toute la France, qui viennent de toutes les organisations régionales ou départementales de la métallurgie, et un bureau où il y a 15-20 représentants des grands secteurs de la métallurgie, l'automobile, la fonderie, l'aéronautique, etc. Et le rôle du délégué général ou du vice-président délégué général que j'ai été longtemps, c'était de proposer à un moment quelconque, que ce soit sur les 35 heures, que ce soit sur un autre sujet, de proposer un mandat. Et il y avait un débat au conseil, un débat au bureau, quelquefois il fallait s'y reprendre le mois d'après ou encore le mois d'après, jusqu'au moment où les instances dirigeantes de l'UIMM étaient d'accord sur la façon de procéder. Et à ce moment-là, j'avais un mandat pour conduire une négociation au nom de l'UIMM. Et c'était avec les organisations syndicales. Et c'était exactement la même chose au sein du MEDEF. Après une synthèse des intérêts des uns et des autres, le MEDEF me donnait un mandat pour aller discuter. Je prends un exemple.
chaque année, à l'UNEDIC, il faut fixer le montant, le niveau de l'augmentation des indemnités de chômage. Il y a toujours un grand débat. La CGT demande toujours 10 ou 15%, les autres 3 à 4%, et le patronat 1 ou 2%. Enfin, je schématise un petit peu, je caricature même. Mais il fallait. Là, les partenaires sociaux doivent s'entendre. Et moi, j'avais un mandat du MEDEF d'accepter, alors je ne sais pas, 1,75, 2,25, etc. Et donc, je négociais autour de ce chiffre-là. Et un jour, je téléphone à Ernest-Antoine Sellière pour lui dire, voilà, nous sommes sur le point de conclure, mais il y a un problème, mon mandat est à 2%, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais peu importe, et je ne peux conclure qu'à 2,25, parce qu'à 2,25, j'ai la voix de 4 syndicats sur 5. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Je ne peux conclure qu'à 2,25. Ah, il me dit, c'est quand même ennuyeux. Bon, alors je raccroche, mais je lui dis, oui, je vais réfléchir. Je raccroche, je signe à 2,25, et puis je le rappelle... Ce qui était une filouterie. Ce qui était une filouterie. Je rappelle Ernest-Antoine Sellière, et je dis, écoute, voilà, est-ce que tu te souviens de ce que Napoléon a dit à l'amiral de Villeneuve? Ah, non, me dit-il. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, c'était après Trafalgar. Villeneuve s'est convoqué par Napoléon, c'était l'amiral qui commandait la flotte française, et il se fait engueuler par Napoléon, qui lui dit, mais enfin, comment avez-vous perdu? Vous aviez une flotte supérieure, en nombre. Ah, ben sire, qu'est-ce que vous voulez? Nelson avait interdiction d'entrer dans la rade, et moi, vous m'aviez donné interdiction d'en sortir. Et Napoléon super lui dit, oui, mais Nelson, lui, savait désobéir. Eh bien, j'ai désobéi. Comment tu as désobéi? Oui, j'ai accepté 2,25 parce que je crois que c'est là qu'il fallait aller. Oh ben tu as bien fait. Voilà comment ça se passait. Mais j'avais un mandat au départ donné le plus naturellement du monde par les instances du MEDEF. Donc ce qui montre qu'un négociateur peut sortir de son mandat. Oui, enfin, entre 2 et 2,25. Hein, non, il ne peut pas sortir de son mandat n'importe comment. À la marge, je me souviens d'une autre discussion, je ne sais plus de quel accord il s'agissait, où nous étions d'accord avec la CFDT, la CGC et la CFTC. Et FO n'était pas d'accord sur un point de détail. Et ça ne modifiait pas sensiblement le mandat que j'avais reçu, ça m'ennuyait un petit peu, parce qu'on allait quand même un tout petit peu plus loin. Et dans la nuit, parce que naturellement ça se termine souvent la nuit, parce que ça fait sérieux, vous comprenez. Dans la nuit, je me réunis, c'est une curieuse expression, nous nous réunissons, la représentante de la CFDT, de la CGC, CFE, CGC, et puis de la CFTC, et on se dit c'est quand même dommage de ne pas avoir FO avec nous, donc bon, on va essayer de négocier un petit peu. Et on a lâché un petit peu sur ce que demandait FO pour avoir 4 signatures, ce qui a conforté quand même l'accord. Et voilà. Donc on ne sort pas vraiment du mandat, mais à la marge, si j'ose dire, un bon négociateur doit prendre ses responsabilités à un moment donné. Alors, comment vous faisiez la synthèse entre les positions de l'industrie et les positions des services au sein du MEDEF et du commerce? Oui. Qu'est-ce qui faisait que l'un pesait plus que l'autre ou pas? Je ne crois pas que ce soit en ces termes qu'il faille poser la question. Nous cherchions vraiment l'intérêt général. Et il est arrivé, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais il est arrivé que notre commission considère que sur tel point les services avaient raison, et les représentants de l'industrie disaient bon, ben d'accord, ou inversement. Je ne me souviens pas de drame entre nous. Alors il y a toujours l'histoire, ah ben oui, mais c'est les services contre l'industrie ou l'industrie contre les services. Je crois que ce sont des activités tout à fait complémentaires. Et encore une fois, beaucoup d'activités de services découlent au moins indirectement de l'activité industrielle. Donc les intérêts sont quelquefois divergents, mais très rarement radicalement divergents. Donc de la discussion jaillissait le compromis aussi intelligent que possible. Il n'en reste pas moins que les services sont réputés plus libéraux et l'industrie plus paritaire ou réglementante. Je ne sais pas si on peut dire ça, ça ne m'a jamais frappé. Le libéralisme des services ne m'a jamais frappé. Et le caractère réglementaire de l'industrie non plus. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a probablement davantage de petites entreprises dans les services que dans l'industrie, et encore.
mais ce qui amène à dire que probablement la branche a plus d'importance dans l'industrie, où il y a quand même des contraintes en matière de conditions de travail, etc., que dans les services qui sont souvent plus libres de leur action. Si vous prenez le libéralisme sous cet angle-là, peut-être. Mais encore une fois, j'ai rarement vu, ça doit peut-être arriver une fois ou deux, j'ai rarement vu des divergences fondamentales. Est-ce que vous considérez comme un libéral ? Je me considère comme un libéral en politique, ça sûrement. En économie, je me considère comme un défenseur acharné de l'économie de marché, qui, jusqu'à preuve du contraire, tout au moins historiquement, est le système économique qui a favorisé la plus fantastique élévation du niveau de vie depuis 200 ans qu'on ait connu dans le monde, y compris aujourd'hui avec la globalisation, qui fait sortir de la pauvreté des dizaines de millions de gens, des centaines de millions de gens. Du coup, est-ce que vous considérez que le bon capitalisme, c'est un capitalisme réglementé ou régulé, ou un capitalisme très ouvert ? Non, le bon capitalisme, c'est effectivement un capitalisme réglementé. Nous avons besoin d'un capitalisme intelligent, qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne va pas dans l'ultralibéralisme. Le monde est ce qu'il est, les hommes sont ce qu'il faut, sont ce qu'ils sont. Il faut une réglementation, il faut un capitalisme intelligent, un capitalisme qui respecte l'intérêt général. De ce point de vue-là, comment vous avez perçu la financiarisation de l'économie ? Pas très bien. Pas très bien. Elle était probablement inéluctable parce que l'économie suppose d'abord du capital. Sans capital, il n'y a pas d'entreprise. Ou tout au moins, il n'y a plus d'entreprise. C'est comme le profit. Sans profit, il n'y a pas d'entreprise. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc la financiarisation peut amener parfois à des dérives, c'est parfaitement exact, lorsqu'on veut faire rendre à tout prix à une entreprise des résultats et des dividendes qui améliorent la situation du capital. Mais c'est beaucoup moins fréquent qu'on ne le dit. La financiarisation, c'est un espèce d'épouvantail qui se manifeste quelquefois. Il y a toujours des abus dans toute situation humaine, mais qui n'a pas un impact quotidien sur la vie des entreprises. Ce qui a un impact quotidien, je pense par exemple aux sociétés cotées, c'est l'obligation de publier des comptes trimestriels, enfin pour un certain nombre d'entre elles. Alors là, on ne vit plus que pour ça. Je ne sais pas si c'est un élément de la financiarisation, mais ça coupe, ou du moins ça rend plus difficile les vues à moyen-long terme. Or, l'entreprise, c'est une activité à moyen-long terme.